Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler de génocide et de crimes contre l'humanité. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur 3 exemples. Nous allons parler des massacres qui se perpétuent encore aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous allons parler du sort des Rohingyas en Birmanie. Et nous allons parler aussi de la situation des Ouïghours en Chine. Peut-être que vous avez entendu parler de ces 3 situations sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Ou peut-être encore que vous n'avez jamais entendu parler de ce qui se passe dans ces pays. Et du coup, je suis là pour ça. Mais surtout, nous allons voir quels sont les recours possibles, qu'est-ce que le droit prévoit, qu'est-ce que la justice internationale prévoit et quelles en sont les limites. Nous allons également nous intéresser à nous. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider ces personnes et aussi peut-être notre part de responsabilité dans ce qui se passe ailleurs. Dans cette vidéo, je ne m'attarde que sur ces 3 exemples parce que la vidéo serait beaucoup trop longue si je m'attardais sur d'autres exemples de crimes contre l'humanité ou de génocide. Mais malheureusement, sachez que la liste est non exhaustive. Pour commencer, nous allons nous intéresser un petit peu aux faits. Concernant la République démocratique du Congo. En 1994 s'achève le génocide des Tutsis au Rwanda. Le Rwanda est un pays juste à côté de la République démocratique du Congo. Les Hutus vont fuir le Rwanda et venir en République démocratique du Congo. Mais alors, l'armée rwandaise envoie des soldats pour les massacrer. En parallèle, la République démocratique du Congo vit sur son sol des groupes de rébellion, des soldats armés se constituer. Des guerres se succèdent, tantôt des conflits ethniques, mais aussi des conflits économiques. En effet, la République démocratique du Congo comporte énormément de richesses, dont le coltan. Le coltan est utilisé dans toute fabrication de produits électroniques comme les smartphones que nous utilisons en permanence. La République démocratique du Congo est donc une cible de premier choix. Elle est alors envahie par différentes armées et devient alors le théâtre de massacres. La population civile est en danger. Massacres, violences, pillages, viols, c'est environ 12 millions, voire plus, de victimes en République démocratique du Congo. L'ONU a envoyé des casques bleus pour tenter de rétablir la paix. Mais vous le savez comme moi, la mission des casques bleus n'est pas forcément toujours bien accueillie et n'est pas toujours forcément bien amenée et bien efficace. De plus, il est fréquent que les casques bleus commettent eux-mêmes des exactions sur les populations civiles, notamment des abus sexuels. On en recueille d'ailleurs 140 cas d'allégations sur des abus sexuels entre 2004 et 2006. Donc voilà ce qui se passe globalement au Congo. Concernant les Rohingyas, les Rohingyas sont des musulmans dans un pays à majorité bouddhiste. Tout s'est fait progressivement. Tout d'abord, les moines bouddhistes commençaient à propager l'idée que l'islam était dangereux, qu'il fallait éduquer les jeunes à propos de l'islam pour éviter qu'ils tombent dans l'islam. Les Rohingyas ont donc été stigmatisés. On les appelait les métèques. Progressivement, ils commencent à perdre leurs droits. Le droit d'étudier, le droit de se déplacer. Dans les villages dans lesquels ils étaient installés, le pouvoir fait venir progressivement des bouddhistes, qu'on appelle Atala, et les Rohingyas seront contraints de leur construire des maisons. Il y a eu donc du travail forcé. En 2017, une énorme opération militaire lancée par le pouvoir de la Birmanie est lancée. On encercle les villages de Rohingyas. On brûle leurs maisons. On les massacre. Et une partie est contrainte de fuir. On sépare les hommes des femmes. On tue les hommes. On en garde certains. On jette les bébés dans l'eau. On les brûle, on les coupe à la machette et on viole les femmes. Plus d'1 million de Rohingyas ont fui. La plupart ont fui vers le Bangladesh, un pays voisin. Les soldats de Birmanie ont convaincu la population civile bouddhiste à participer et à justifier ce massacre. Il y a donc une véritable organisation et une préméditation. Concernant les Ouïghours, les Ouïghours sont une minorité musulmane en Chine. Ils habitent principalement dans le Xinjiang, une région sur la route de la soie. Progressivement, les Ouïghours sont l'objet de discrimination. Ils sont mis sous surveillance. La Chine a développé 75 critères de radicalisation. Et parmi eux, on trouve des choses très absurdes comme le fait de porter un foulard ou le fait d'avoir une photo de quelqu'un qui prie Allah dans son téléphone. On arrête des familles et on les met dans des camps. Ces camps sont appelés camps d'éducation, mais sont en réalité des camps de concentration. On leur fait là un lavage de cerveau, on leur apprend le chinois de force, on leur apprend des phrases de propagande afin qu'ils oublient leur identité de Ouïghours. Ils subissent de la torture, les femmes sont violées.
On fait des piqûres quotidiennes qui droguent les Ouïghours ou encore qui ont pour effet d'arrêter les règles des femmes. Donc, il semble qu'il y a de la stérilisation forcée. Ils vivent dans des conditions inacceptables. Ils doivent faire leurs besoins dans un même seau qui n'est changé qu'une fois par jour. On leur force à manger de la nourriture de porc en estimant que s'ils refusent de la manger, c'est un signe de radicalisation. On leur fait des prélèvements d'organes à vif et on les contraint à l'esclavage. Beaucoup de camps pour enfants existent aussi, c'est-à-dire qu'on a séparé les enfants de leurs parents. Maintenant que vous avez vu les faits, ce qui se passe actuellement dans ces trois pays, la Chine, la Birmanie et la République démocratique du Congo, vous vous demandez, mais que faire? Il y a l'ONU qui protège, il y a les juridictions internationales qui protègent. Que dit le droit? Que dit la justice? Que dit la politique? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En ce qui concerne ces énormes crimes de masse, le droit international a fait en sorte de prévoir des conventions. Il existe une Cour pénale internationale qui vise à punir, à sanctionner, à poursuivre les auteurs de ce genre de crimes. Elle a été créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il existe le principe de la souveraineté de chaque État. Chaque État est souverain et chaque État est censé punir les auteurs des faits qui sont faits sur son sol. Dès lors où une cour internationale est créée, il faut que les États reconnaissent son existence et reconnaissent sa compétence pour que cette cour puisse poursuivre des ressortissants de ces pays-là ou des personnes qui ont commis ce genre d'exactions sur ces pays-là. Les statuts de la Cour pénale internationale ont été ratifiés par 123 États. Parmi eux, la France, le Bangladesh, la République démocratique du Congo. En revanche, la Chine et la Birmanie n'ont pas reconnu la compétence de la Cour. Sachez que les États-Unis non plus. Ils ont signé la convention mais ne l'ont pas ratifiée. C'est-à-dire qu'ils sont limite en train de dire « Oui, bon, ça a l'air sympa votre cour, mais non, nous on ne reconnaît pas vraiment. Non, Cette cour est compétente pour juger des faits de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et depuis peu d'agressions. Elle ne peut poursuivre que les personnes physiques. Ça veut dire qu'elle ne peut pas poursuivre des entreprises, elle ne peut pas poursuivre des associations, ni des États. La Cour ne peut pas non plus juger des personnes mineures. C'est pour éviter que des enfants soldats, des enfants qui ont été obligés de participer à ces massacres, se retrouvent poursuivis. Ce qui est très important à noter, c'est que cette Cour n'est compétente que pour des faits postérieurs à sa création. C'est logique. En droit, il y a un principe qui s'appelle la non-rétroactivité. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Admettons qu'aujourd'hui, le gouvernement décide de créer une nouvelle infraction qui serait interdiction de serrer la main aux gens. C'est aujourd'hui. Mais hier, ce n'était pas interdit. Et hier, vous avez serré la main aux gens. Ce ne serait pas juste qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous poursuivre pour le fait d'avoir hier serré la main d'une personne, alors qu'hier, cette interdiction n'existait pas encore. C'est là tout l'intérêt du principe de non-rétroactivité. Quand une nouvelle infraction ou une cour ou quelque chose de nouveau est créé, cela ne vaut que pour l'avenir. La Convention instituant la Cour pénale internationale étant entrée en vigueur en 2002, la Cour pénale internationale n'est compétente que pour des faits postérieurs à 2002, à partir de 2002. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui aurait commis un génocide en 1992 devant la Cour pénale internationale. Maintenant, nous allons passer à la qualification juridique des faits qui se déroulent en République démocratique du Congo, en Chine et en Birmanie. Est-ce qu'il s'agit vraiment de génocide? Est-ce qu'il s'agit de crime contre l'humanité? Qu'est-ce que c'est? Et que dit le droit? Tout d'abord, le crime contre l'humanité. L'article 7 du statut de Rome qui institue la Cour pénale internationale définit ce qu'est le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est tout acte, parmi ceux que je vais citer, qui est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Donc ça peut être du meurtre, de l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation ou transfert forcé de population, de l'emprisonnement ou privation de liberté en violation des dispositions fondamentales, de la torture, du viol, de l'esclavage sexuel, de la stérilisation forcée, de la persécution de tout un groupe ou une collectivité, de disparition forcée, d'apartheid ou tout autre acte inhumain. Vous comprenez que pour qu'un meurtre soit un crime contre l'humanité, il faut qu'il s'inclue dans un contexte spécifique d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Une attaque généralisée, ça veut dire qu'il faut que ce soit assez massif, assez conséquent, ça ne peut pas juste être une personne et d'une gravité
considérable, importante. Une attaque systématique dans le sens où il faut que ce soit assez organisé. On parle d'un scénario des crimes. Il faut que ce soit des comportements réguliers, répétés. C'est ce qu'a précisé la Cour pénale internationale dans un arrêt République démocratique du Congo, le procureur contre Katanga en 2014. Il faut que l'attaque soit contre la population civile. Ça veut dire que si c'est contre d'autres soldats dans le contexte d'une guerre, ce n'est pas un crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale a ajouté un autre critère. Il faut que l'attaque soit menée en application ou dans la poursuite d'une politique, d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit par un État ou par une organisation. Donc, qu'est-ce qu'une organisation? Eh bien, la Cour pénale internationale a estimé que, elle allait utiliser un faisceau d'indices pour essayer de voir si c'est ou pas une organisation. Donc, par exemple, le fait que ce soit un groupe qui a une certaine hiérarchie, une certaine organisation, qui dispose de certains moyens qui permettent de mener cette attaque générale. Par exemple, le fait que ce groupe arrive à exercer un contrôle assez important sur une partie du territoire, il faut que ce groupe ou cet État suive un certain plan. Donc il faut que l'État ou l'organisation favorise ou encourage une telle attaque sur la population civile, mais il n'y a pas besoin que ce soit un projet bien établi et bien formel. En réalité, on déduit cela du caractère répété des violences, du caractère répété des actes criminels perpétués sur cette même population civile. Le problème avec ça, c'est que ça se voit souvent qu'après, une fois que les faits sont terminés, des années après, on arrive justement à avoir du recul et à se rendre compte d'à quel point c'était massif et que ce n'était pas des cas isolés. Enfin, le crime contre l'humanité, pour être poursuivi et pour être condamné pour ça, il faut que l'on caractérise chez la personne qui l'a perpétué un élément moral. L'élément moral, c'est ce que pensait l'auteur au moment où il a agi. Il faut qu'il ait eu conscience de ce qu'il faisait. Il doit avoir agi intentionnellement et en connaissance de cause. Il devait avoir conscience que son acte s'inscrivait dans une attaque généralisée. Maintenant, nous allons nous intéresser au génocide. Le génocide, c'est un mot qu'on utilise très souvent dans le langage commun, mais qui n'est pas forcément le plus adéquat par rapport à ce qui se passe réellement. Attention, ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas un génocide, c'est moins grave. Pas du tout. Mais c'est juste que pour pouvoir faire l'objet, par exemple, de poursuites ou de condamnations et avoir justice, il faut qualifier correctement les faits. Donc parfois, on dit que c'est un génocide, mais en réalité, c'est plutôt un crime contre l'humanité ou un crime de guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le mot génocide vient du grec génos, qui signifie clan, race, tribu, et du mot kaedere qui signifie tuer, massacrer. Le mot génocide a été inventé en 1944 par Raphaël Lemkin. Donc avant 1944, il n'existait pas de mot pour qualifier ces actes-là. Mais aujourd'hui, on reconnaît que des faits qui existaient avant 1944 étaient en réalité des génocides. Par exemple, ce qui s'est passé pour les peuples natifs de Martinique ou de Guadeloupe, tout ce qui est Kalinagos, Caraïbes, ils ont été victimes d'un génocide par les colons français ou espagnols qui sont arrivés. Après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, les États ont eu la volonté de lutter contre toute forme de génocide. Une convention a été créée, c'est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui a été adoptée le 9 décembre 1948 et qui est entrée en vigueur en 1951. Maintenant, on va essayer de définir le génocide par rapport à ce que prévoit la convention qui a établi la Cour pénale internationale. Donc cette convention, c'est le statut de Rome, mais il y a aussi un document qui s'appelle les éléments des crimes, qui définissent à la perfection, qui définissent vraiment précisément ce qui est attendu pour caractériser chaque infraction. Donc ça, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. On distingue deux catégories d'actes qui sont susceptibles de constituer un génocide. Il y a d'abord tout ce qui est atteinte à l'intégrité physique. Donc on va essayer de détruire physiquement un groupe de personnes. Donc ça va être tout ce qui est viol, torture, violence sexuelle, déportation, meurtre, mais aussi soumission intentionnelle de ces membres du groupe à des conditions de vie devant entraîner leur destruction physique, totale ou partielle. C'est sûr que si vous les mettez en esclavage, que vous les nourrissez pas, que vous les mettez dans des camps de concentration, là on est dans un acte de destruction physique. Il y a aussi des actes de destruction biologique. Et là, ça va être toutes les mesures visant à entraver les naissances du groupe victime. Ça peut être des faits de mutilation sexuelle forcée, de stérilisation forcée, d'avortement forcé, et notamment
Le viol a été reconnu comme une mesure pouvant entraver les naissances. Ça a été reconnu par le tribunal pour le Rwanda, par rapport au Rwanda, au génocide rwandais, donc le TPIR, dans un jugement Akayesu de 1998. Parce qu'en effet, quand vous violez ces personnes, elles sont après dans une certaine honte au niveau de leur famille, selon leur tradition, elles sont détruites, elles n'ont plus forcément envie d'avoir d'enfants, leurs organes sont parfois abîmés. Donc en fait, c'est une véritable fin à la procréation. Quand vous violez toutes les femmes d'un groupe, il y a de fortes chances qu'elles n'aient plus envie d'avoir de relations sexuelles, qu'elles n'aient plus envie d'avoir d'enfants, qu'elles soient mortes intérieurement. Il y a également le transfert forcé d'enfants, parce que quand vous séparez les enfants des adultes et que vous les endoctrinez, ils ne se revendiqueront plus de cette communauté. Donc c'est-à-dire que ce que fait la Chine en prenant des enfants ouïghours et en les mettant dans des camps pour enfants et en les séparant de leurs parents et en leur apprenant un nouveau mode de vie, il y a comme une rupture avec leur culture initiale, et ce qui fait que ça détruit le groupe et ça détruit la perpétuation du groupe. Il faut aussi, pour que le génocide soit caractérisé, qu'il y ait une entente en vue de commettre un génocide. Ça veut dire que c'est finalement quelque chose qui est assez organisé. On a pour objectif d'anéantir ce groupe social. On a pour objectif d'anéantir ces Ouïghours, d'anéantir ces Rohingyas. Donc il faut que celui qui commet l'acte, par exemple qui va tuer, massacrer un Ouïghour, ait vraiment conscience de ce qu'il fait et qu'il le fait intentionnellement dans le but de détruire le groupe. C'est-à-dire pas seulement détruire ce Rohingya en particulier, mais dans le but de détruire le groupe entier, parce que ça s'analyse comme une action contre un groupe déterminé. Pour que le génocide soit constitué, il faut qu'il y ait un groupe victime. Ce groupe, selon la Cour pénale internationale, doit être un groupe ethnique, national, religieux ou racial. Le groupe national, c'est un groupe qui partage un même lien juridique, qui finalement a une même nationalité. Un groupe religieux, c'est un groupe qui a la même confession, qui a le même culte, la même religion. Un groupe racial, c'est un groupe qui, par exemple, a des traits physiques communs, héréditaires, souvent liés à une zone géographique. Et un groupe ethnique, c'est un groupe qui partage une culture et une langue commune. Pour identifier s'il existe ou pas un groupe spécifique, la Cour utilise des critères objectifs et subjectifs. C'est-à-dire qu'elle va regarder si les victimes se considèrent elles-mêmes comme faisant partie d'un groupe spécifique. Et aussi, elle va regarder si les auteurs des faits considèrent ces personnes-là comme faisant partie d'un groupe distinct du leur. C'est là que c'est extrêmement compliqué d'analyser les faits en République démocratique du Congo. Est-ce que l'on peut considérer que les victimes, qui sont une population civile, constituent un groupe particulier? Est-ce qu'elles sont attaquées parce qu'elles font partie d'un groupe particulier, ou est-ce qu'elles ne sont pas plutôt juste une population civile qui sert de dommage collatéral parce qu'il y a des conflits ethniques et parce qu'il y a au parallèle par rapport au Rwanda, et parce qu'il y a des conflits économiques avec toutes les puissances qui viennent pour justement piller les richesses du Congo? On se pose la question. Et c'est pour ça que beaucoup de juristes comme de chercheurs ou d'historiens penchent plutôt pour dire que les événements, les massacres qui se passent en République démocratique du Congo sont plutôt des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Nous allons voir ce que c'est que des crimes de guerre aussi. En revanche, concernant les Ouïghours, il est évident qu'il s'agit là bien d'un génocide, puisque les Ouïghours sont victimes parce qu'elles sont Ouïghours. Elles sont victimes parce qu'elles sont musulmanes. Vous voyez? Elles se revendiquent Ouïghours, et les autorités qui commettent ces exactions sur elles les pointent du doigt comme Ouïghours et font en sorte de vouloir exterminer cette partie de la population-là. Concernant les Rohingyas, c'est pareil, il y a eu un doute sur la qualification, est-ce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité ou de génocide. Parce que les Rohingyas, certes, constituent un groupe religieux, aussi un groupe ethnique, parce qu'ils ont leur culture et ils ont leur religion. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de juristes, beaucoup de chercheurs, de journalistes penchent plutôt vers l'idée d'un génocide, mais d'autres pour un crime contre l'humanité. Maintenant, comme je vous ai dit que les faits, les massacres qui se passent en République démocratique du Congo peuvent être considérés comme crimes contre l'humanité, tout comme ils peuvent être considérés comme peut-être crimes de guerre, je vais aborder avec vous rapidement ce qu'est un crime de guerre. Le crime de guerre, donc au sens du statut de Rome qui établit la Cour pénale internationale, il faut qu'il y ait un conflit armé. Donc il y a un conflit armé et on a des personnes qui vont se mettre à attaquer une population civile. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne font pas partie du conflit armé, qui ne font pas partie d'un gang ou d'un groupe d'opposition, qui ne sont pas soldats, qui ne sont pas militaires. Ce sont des populations civiles en fait qui sont juste là parce qu'elles habitent là en fait. La personne fait une attaque
avec l'objectif de toucher une population civile, tout en sachant que cette population ne participe pas aux hostilités. Et en République démocratique du Congo, c'est un petit peu ce qui se passe. On est sur un territoire où on a des groupes rebelles congolais, c'est une chose. On a des groupes aussi rwandais qui demandent à revenir au Rwanda ou à repartir au Rwandais par rapport à la situation au Rwanda. On a les militaires rwandais qui viennent combattre contre ces groupes et on a aussi des troupes ougandaises ou autres et bien sûr des grandes puissances qui sont là, sans trop être là, qui bon, on sait très bien, on connaît. Voilà, donc on a ce contexte-là, il y a quand même un conflit armé permanent, des groupes qui s'attaquent en permanence et on a aussi une population civile qui vit là et qui vit souvent près des endroits où il y a des minerais et des richesses et qui se retrouvent à faire du travail forcé, qui se retrouvent à être massacrés. Donc, c'est pour ça que certains auteurs, juristes, historiens et chercheurs estiment que ça pourrait être qualifié de crime de guerre. Mais d'autres restent dans l'idée que c'est plutôt un crime contre l'humanité. C'est une fois qu'on aura peut-être plus d'informations, plus de recul, qu'on pourra vraiment dire exactement ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en République démocratique du Congo est d'une gravité sans nom, d'une violence inouïe et inacceptable. Il est inacceptable de laisser passer ça, il est inacceptable de rester silencieux par rapport à ça. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu les différentes infractions qui sont prévues par le droit international. Et là, vous allez me dire, bah ouais, bah super, maintenant qu'on sait que ça, c'est un crime contre l'humanité, que ça, c'est un génocide, on n'a qu'à attraper les auteurs qui font ces crimes-là, les juger, les punir, et ça s'arrête. Sauf que ce n'est pas si simple. Il n'y a que 4 hypothèses où elle peut poursuivre des personnes qui ont commis ces faits-là. Première hypothèse, l'État sur lequel le crime a été commis a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. C'est un État qui est partie au statut, comme on dit. C'est le cas pour la République démocratique du Congo. En revanche, ce n'est pas le cas pour la Chine et ce n'est pas le cas pour la Birmanie. La deuxième hypothèse où la Cour peut intervenir, c'est si la personne qui a commis le crime est de nationalité d'un État qui est parti au statut, qui a reconnu la compétence de la Cour. Voilà, donc c'est-à-dire que par exemple, nous, la France, on a reconnu la France est partie au statut. Donc si un Français va en Chine, bien que la Chine ne soit pas partie, n'ait pas reconnu la compétence de la Cour, si un Français va en Chine et participe au massacre des Ouïghours, elle pourra être poursuivie par la Cour pénale internationale, parce qu'elle est française. Le troisième cas est très intéressant, c'est quand le Conseil de sécurité de l'ONU défère à la Cour pénale internationale la situation en question. C'est-à-dire que même si les faits ont été commis dans un pays qui n'est pas parti à la Convention, même si les faits ont été commis par une personne qui n'est pas de nationalité d'un pays parti à la Convention, le Conseil de sécurité de l'ONU peut venir dire « Bon allez, on te donne cette situation, tu dois travailler dessus, la Cour pénale internationale, tu dois poursuivre. » Sauf que le Conseil de sécurité de l'ONU, vous le savez, chaque membre permanent a un droit de veto. Ça veut dire qu'il peut dire non. Et c'est pour ça que ça ne marche quasiment jamais. Par exemple, pour la Syrie, il a été question de demander au Conseil de sécurité de l'ONU de déférer cette situation à la Cour pénale internationale afin qu'elle puisse statuer sur ce qui se passe. Sauf qu'à chaque fois, la Chine et la Russie, qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont posé leur veto parce qu'elles sont très très proches du système de Bachar al-Assad. Donc vous comprenez bien que pour le génocide des Ouïghours qui est commis en Chine, la Chine ne va jamais, jamais, jamais dire au Conseil de sécurité de l'ONU « Ah bah oui, je suis d'accord pour que la Cour pénale internationale juge ce qui se passe dans mon pays. » Jamais de la vie, elle mettra toujours son veto. Également, une quatrième hypothèse, c'est une hypothèse dans laquelle un État qui n'est pas parti au statut donne exceptionnellement son accord pour que l'on juge les actes qui ont été commis sur son territoire. C'est-à-dire qu'elle donne son accord pour que la Cour soit compétente. C'est-à-dire que là, elle se dit, non mais là, je ne peux plus gérer la situation. Donc même si à la base, j'étais pas pour la Cour pénale internationale, là, oui, en fait, je veux qu'elle intervienne parce que là, je gère plus. Et ça a déjà été utilisé. Donc là, vous me dites, mais en fait, la Cour pénale internationale, elle va jamais agir pour les Ouïghours alors, et jamais pour les Rohingyas. Comment on fait? Et c'est là qu'il y a peut-être une solution. Une nouvelle hypothèse qui pourrait arriver. Rappelez-vous, quand on a vu ensemble les faits, notamment ce qui se passait pour les Rohingyas en Birmanie, je vous ai expliqué qu'ils ont encerclé, brûlé, détruit les villages des Rohingyas. Ils ont massacré les Rohingyas, mais parfois certains ont pu fuir. Et ils ont fui dans un pays voisin qui est le Bangladesh.
Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, le Bangladesh est parti au statut de Rome, est parti à la Cour pénale internationale. Ça veut dire qu'il a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Du coup, il y a eu un transfert forcé, pas volontaire, des Rohingyas vers le Bangladesh. C'est-à-dire que le crime contre l'humanité, le génocide, a fini par être exercé sur un autre territoire. Une partie des faits ont été exercés sur un autre territoire. Donc on pourrait par ce biais réussir à débloquer la compétence de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été analysé et proposé. Et la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a été saisie en 2018 de cette question par le procureur pour savoir si c'était possible d'examiner le crime de déportation, puisqu'il y a eu une déportation de la Birmanie vers le Bangladesh des Rohingyas. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect juridique. Peut-être que c'était un petit peu compliqué. J'ai essayé de vraiment simplifier au maximum parce que je sais que c'est difficile. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il y a des tonnes d'ouvrages, de livres, c'est vraiment un... Là, j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour que vous compreniez. Mais c'est pour vous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une lenteur dans la poursuite de ces criminels, dans la poursuite de ces infractions-là, de ces grands crimes de masse, et pourquoi est-ce que les juridictions internationales n'interviennent pas ou pas assez. Ça vous permet de comprendre un petit peu toutes les conditions. Et d'ailleurs, la Cour pénale internationale est extrêmement critiquée pour sa lenteur, mais critiquée aussi pour le fait que ce soit tout le temps des dirigeants africains, des Africains qui se retrouvent poursuivis par cette Cour et jamais des Occidentaux. D'ailleurs, quelques pays africains ont décidé de se retirer du statut de Rome. Et je les comprends. Voilà, par exemple, les États-Unis eux-mêmes n'ont pas reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Donc c'est aussi très occidental de critiquer le fait que des pays africains ne se soumettent pas à ces cours, ne respectent pas les droits de l'homme ou autres, alors qu'en réalité, beaucoup de pays occidentaux ne le font pas, ou le font mais avec beaucoup de réserve. Donc on sait la vérité aussi, c'est ça, c'est que la Cour, elle poursuit un petit peu toujours les mêmes. Et c'est là qu'on voit que finalement la politique tient en laisse le droit. Évidemment, le droit, c'est génial, c'est magnifique, c'est une belle théorie, mais la politique est largement au-dessus du droit. C'est la politique qui crée le droit. Si les États se sont mis ensemble pour créer ces grands principes, pour créer ces grandes conventions contre le génocide, pour créer ces cours, c'est parce que les États se sont rendus compte que là, ah bah oui, en effet, on se rend compte qu'on a commis beaucoup de crimes et qu'il faut qu'on gère ça, qu'il faut qu'on prenne ça à bras le corps. Donc c'est d'abord une décision politique de créer ces juridictions-là. Et c'est politique d'accepter ou de ne pas accepter la compétence de ces juridictions-là. Mais il y a aussi un aspect économique. L'aspect économique, c'est que souvent, les grandes puissances, les grandes multinationales ont tout intérêt à ce que des pays soient déstabilisés. Ça ne veut pas forcément dire que les grandes puissances ou les grandes entreprises veulent la mort et le massacre des populations civiles, mais que vous comprenez bien que dès lors où on a un minerai qui contient énormément de coltan qui est très utilisé et indispensable pour la création d'outils électroniques comme les tablettes, comme les smartphones, donc c'est-à-dire que c'est un bien précieux extrêmement important, plus il va y avoir de la déstabilisation au niveau local, plus l'État va être en difficulté, donc la République démocratique du Congo va être en difficulté, plus ce sera facile de venir prendre ces richesses-là avec plus ou moins d'éthique, en profitant un petit peu de l'instabilité du pays. C'est là la réalité, c'est qu'il y a tout un aspect économique très important. C'est là qu'on peut se poser la question de notre responsabilité en tant que citoyen, parce que nous sommes des consommateurs. Nous vivons aujourd'hui dans un monde occidental, d'accord? Que l'on soit noir, blanc, arabe ou autre, là la plupart on vit en France ou en outre-mer, on vit à l'occidental, c'est la réalité. On a beau vouloir dire que oui, on essaie de se retourner vers nos origines, on vit à l'occidental, en tout cas pour le moment. Et le problème, c'est qu'on consomme ces produits-là, ces produits qui sont issus de ces crimes, puisque on consomme des smartphones, on consomme des tablettes qui sont construites avec ce coltan qui est récupéré dans des conditions de conflits armés, de mort, de massacre. On consomme aussi des habits, des vêtements qu'on achète et qui sont fabriqués dans des conditions inacceptables par notamment par exemple les Ouïghours qui ont été mis au travail forcé en esclavage. Le problème, c'est que déjà tout le monde n'est pas au courant. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas connaissance de ces massacres, de ces crimes contre l'humanité, de ces génocides. Je parlais dernièrement avec une fille de mon âge et je lui parlais des Ouïghours et elle me disait qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Et elle ne comprenait pas pourquoi, parce qu'elle me disait, bah, pourtant je regarde beaucoup les infos, je regarde tout le temps BFM TV.
Alors en fait, c'est sûr que c'est pas BFM TV qui va parler de ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis, il y a tout un intérêt économique important qui fait que vous ne pouvez pas tomber sur ces informations-là sur les médias traditionnels, ou du moins ce sera très rare. Ce sera justement une fois que les personnes, nous, citoyens, on aura montré qu'on est très intéressé par ce sujet. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur l'activisme du net, dès lors où les médias voient qu'on est à fond sur un sujet, ils vont commencer à le passer à la télé parce qu'ils vont se dire qu'ils vont faire de l'audience. Donc quand nous, sur les réseaux sociaux, on parle énormément des Ouïghours, les médias se disent « Ah bah ouais, bah, du coup, vite, trouvons un Ouïghour pour le faire témoigner. » Voilà, c'est ça que ça se passe. Donc c'est très important de diversifier ses sources, c'est-à-dire qu'il faut des médias traditionnels, des médias papier, mais aussi suivre des activistes qui vivent sur place. Voilà, vous pouvez suivre des personnes qui ont vécu les choses, des personnes qui habitent en République démocratique du Congo, qui vont filmer avec leur téléphone, qui vont montrer ce qui se passe. Et suivre aussi un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux en faisant toujours très attention aux fake news. Mais voilà, moi je peux pas vous dire que je suis spécialiste de ce qui se passe dans ces 3 territoires-là, mais je sais que dans ces 3 territoires-là, il y a des choses vraiment inacceptables qui se passent et ça c'est une certitude. Le premier truc qu'on a à faire, c'est de se mettre au courant de ce qui se passe. Dès lors où on est au courant, on peut après prendre des décisions. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous étiez au courant et si oui, dites-moi par quel biais vous avez pris connaissance de ça. Est-ce que c'est sur Instagram, sur Twitter, sur la presse écrite? Aujourd'hui, nous, on vit avec des smartphones et on a vraiment l'impression que c'est indispensable à nos vies. Moi-même, je vous dis la vérité, je filme avec un iPhone. Tu vois, ça veut dire que je fais cette vidéo, j'ai un iPhone. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans ça? Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, on a des gens qui vont dire oui, il y a un génocide au Congo, mobilisez-vous, pourquoi personne n'en parle? Il y a des massacres. Et sauf que tu vois écrit tweeté depuis iPhone. Et là, tu peux te demander, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence parce que on critique ce qui se passe là-bas, mais au final, on en profite parce qu'on utilise des iPhones. Je pense que y a de cela, il y a une certaine hypocrisie, et en même temps, je pense que on est persuadé dans notre tête que un smartphone c'est indispensable et que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Et dans un sens, dans la manière dont on vit aujourd'hui, c'est vrai. On fait tout avec notre téléphone. Voilà, on appelle les gens, on envoie des SMS, on a des réseaux sociaux qui aujourd'hui servent aussi dans nos business, dans nos professions. On gère notre agenda avec, c'est notre réveil, on fait des photos, on fait des vidéos, on fait même des courts-métrages. Quand on est perdu dans la rue, on utilise Google Maps, on écoute de la musique et surtout l'accès à Internet, l'idée d'avoir Internet partout où on va, parce que c'est surtout pour ça qu'on utilise les smartphones, parce que sinon on aurait pu retourner avec les Bigot, les Nokia 3310. Mais non, on utilise des smartphones parce qu'on veut être connecté en permanence. Et dans notre société aujourd'hui actuelle, qui est une société occidentale, le droit à Internet est un droit fondamental. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009 relative à la loi Hadopi, cette loi prévoyait une sanction, la sanction maximale, qui était de retirer Internet aux gens qui ne respectaient pas les consignes. Et bien là, le Conseil constitutionnel a décidé que cette sanction-là, elle était incompatible avec la Constitution, qu'elle était inconstitutionnelle parce qu'elle violait les droits fondamentaux, à savoir la liberté d'expression. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a décidé, a reconnu que l'accès à Internet faisait partie intégrante du principe constitutionnel de liberté d'expression. Le problème, c'est que ces technologies proviennent de conflits armés, proviennent de massacres et de crimes contre l'humanité. Et que même si on est au bout du bout de la chaîne, parce que on est d'accord que nous, on n'est pas les massacrés des Congolais, oui, effectivement, mais on est au bout de la chaîne et du coup, on a un impact, même s'il est peut-être minime, on a un impact parce qu'on fait partie de cette industrie-là. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé qu'un néerlandais, Bas van Abel, a créé le Fairphone. Donc ce serait un téléphone qui est une alternative socialement équitable et qui justement essaie de ne pas utiliser de produits qui proviennent de conflits armés. Donc bon, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire, sachant que vivre sans smartphone aujourd'hui, c'est un choix politique. Il y a des gens qui ont choisi de vivre sans smartphone. C'est soit des personnes qui sont d'une ancienne génération et qui n'ont jamais passé le cap du smartphone, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu à se demander est-ce que je dois arrêter le smartphone parce qu'ils ne l'ont jamais commencé. L'exemple, ma mère. Ma mère, jusqu'à il y a quelques mois, elle avait un Nokia 3310. C'est pas une blague, c'est vrai. Nous, on lui a offert un smartphone parce que ça devenait chiant quand je voulais lui envoyer des photos, j'étais obligée de passer par mail ou qu'elle soit chez elle sur son ordi. Et du coup, elle a jamais voulu avoir un smartphone parce qu'elle a toujours eu son vieux Nokia 3310, elle est habituée avec ça, donc elle ne ressent pas le besoin. Et là, peut-être que j'ai fait une erreur parce que peut-être qu'après, elle va ressentir le besoin. Bon, c'est vrai. Mais nous, on est la génération XY, les millennials, là, je sais pas comment on appelle ça. Nous, on a grandi dans Internet, on a grandi avec les smartphones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui n'a pas de smartphone, c'est soit parce qu'il a vraiment pas les moyens, ça arrive, soit, et même ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, ils font en sorte d'avoir un smartphone.
ou alors c'est un choix politique. C'est-à-dire que les gens qui décident aujourd'hui de ne plus être connectés, c'est un choix politique. C'est-à-dire que c'est des gens qui décident pour des raisons humanitaires, écologiques ou autres, ou philosophiques, le fait de gagner du temps dans la vie, d'être dans l'interaction avec les gens. Mais ces gens-là se retrouvent au banc de la société. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme marginaux. Parce que la norme, c'est d'être connecté. Et la norme, c'est d'avoir un smartphone. La norme, c'est d'être sur les réseaux sociaux. C'est ça la norme. Et de ne pas être dans cette norme-là, c'est être à part. Et sauf que la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, on veut bien faire un effort et on veut bien ne pas arrêter de consommer tout ça et ne pas du coup se retrouver un peu responsable de la situation des massacres qui peuvent se passer. Mais d'un autre côté, on n'est pas prêt du tout à être du côté des marginaux. On n'en a pas envie. On veut rester connecté avec les gens. Donc c'est extrêmement difficile et la seule alternative, c'est clairement de trouver une alternative au smartphone. C'est-à-dire réussir à fabriquer un smartphone équitable, normal, voilà, et pourquoi pas un smartphone sans cobalt, même si je sais qu'on dit que c'est indispensable pour ne pas que le smartphone chauffe trop, je crois que c'est ça, je suis pas ingénieur, donc je dis juste ce que j'ai lu. Peut-être que moi par exemple, je serais prête à acheter un smartphone qui n'utilise pas de cobalt et qui du coup, on va dire, ne peut pas être utilisé plus de 30 minutes à la fois. C'est-à-dire que par exemple, pour éviter qu'il chauffe, du coup, il faudrait l'utiliser que 30 minutes et après le laisser reposer 1 heure. Et après, encore, on peut l'utiliser 30 minutes, puis 1 heure. Je serais prête à faire ce sacrifice-là, c'est-à-dire avoir un outil peut-être moins efficace, mais plus éthique. Par contre, je vous avoue, je suis pas prête du tout à ne plus avoir de smartphone. Je peux pas ne plus avoir de smartphone. Mais je pense qu'il faut que les ingénieurs se questionnent, et avec le public, que nous, consommateurs, on démontre qu'on est prêt à des compromis. C'est-à-dire qu'on accepte d'avoir des produits peut-être de moins bonne qualité, moins performants, mais qui du coup seraient plus éthiques. Et si on arrive à démontrer aux entreprises que c'est ça maintenant qu'on veut, c'est ça qu'on veut comme produit, bah, l'offre et la demande, ils vont finir petit à petit, très progressivement, à rentrer un petit peu dans ce qu'on recherche. Et c'est pareil pour la mode. La mode, c'est extrêmement important de comprendre que oui, les vêtements qu'on porte là, c'est des vêtements qui sont fabriqués par des personnes, parfois des enfants, qui sont aux travaux forcés, qui sont mal payés, voire pas payés. Bon, d'ailleurs, on a le député européen Raphaël Glucksmann, qui est très engagé pour la cause des Ouïghours en Chine, qui a établi une liste de la honte avec toutes les entreprises qui finalement produisent des produits qui sont issus de l'esclavage des Ouïghours. Moi, je suis pour vraiment qu'on essaie d'acheter plus éthique au niveau de la mode, mais je tiens vraiment à dire, par contre, il faut toujours garder en tête qu'il y aura toujours des personnes plus précaires que vous et qu'il y aura toujours des personnes plus précaires qui, elles, ne pourront pas faire les mêmes choix éthiques que vous. Parce que moi, j'ai déjà essayé de m'habiller de façon éthique, mais quand je vois un t-shirt éthique à 120 €, c'est non. Moi, j'ai pas 120 € à mettre dans un t-shirt. Donc, je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'activiste qui souhaite lancer un business éthique, de faire toujours une gamme moins chère pour les précaires. C'est-à-dire que en réalité, moi je comprends tout à fait qu'on puisse vendre un t-shirt 120 € parce qu'il est éthique, parce qu'il est écologique, parce qu'il est fabriqué en France, parce qu'il est fabriqué par des gens qui sont payés dignement et qui vivent dignement. Je peux comprendre. Mais je ne pourrais jamais, enfin peut-être qu'un jour je serai riche, mais il y a des gens en tout cas qui ne pourront jamais mettre 120 € dans un t-shirt. C'est la réalité. Donc, je propose que ce genre de marque fassent leur gamme à 120 € superbe, éthique, machin, et une gamme moins chère, plus raisonnable, mais avec, il est vrai, moins de garantie. C'est-à-dire peut-être un design plus simple, une qualité un peu moins bien, une couleur plus basique, mais en respectant par contre l'engagement qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire ne pas exploiter les gens. Moi, si demain je lance une marque que je veux éthique, je ferai en sorte d'avoir une gamme qui sera peut-être très simple, qui sera peut-être pas d'une haute qualité, amazing, magnifique, mais qui n'exploitera pas des gens et qui sera du coup à un prix où les personnes précaires pourront quand même participer à cet activisme de consommation, au fait d'acheter des produits éthiques. Pensez aux personnes précaires, pensez aux personnes qui veulent participer à cette évolution du monde, mais qui, question de budget, ne peuvent pas le faire. En tout cas, pas à ce point. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à mon compte Instagram. Ailleurs, si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous avez ma page Utip en barre d'infos. Vous pouvez regarder des publicités, ça me reverse de l'argent, ou me faire des dons. Bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est comme vous le voulez. On est ensemble la famille, je vous adore, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.